Je te donnerai ma Bugatti Couronne si tu arrives à la démarrer, rigola le millionnaire. Mais le pauvre père célibataire et ses 2 filles affamées réussirent l'impossible. Avant de commencer, créons une vague de positivité. Écrivez un mot qui décrit comment vous vous sentez aujourd'hui. La poignée chromée de la porte du Bernardin était glacée sous la paume calleuse de Marcus Thompson. Ses filles Luna et Stella se blottissaient contre ses jambes, leurs vestes violettes assorties usées au coude. À 7 ans, les jumelles comprenaient mieux la faim que la plupart des enfants ne comprenaient les histoires du soir. « Papa, tu es sûr ?» murmura Luna, ses yeux verts, si semblables à ceux de sa défunte mère, écarquillés d'inquiétude. Marcus esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux fatigués. « Ta mère travaillait ici, tu te souviens ? Peut-être que son ancien patron pourra nous aider. » L'intérieur du resto les frappa par son opulence. Des lustres en cristal projetaient des prismes arc-en-ciel sur le sol en marbre. Le tintement doux des couverts sur la porcelaine fine. Le frottement de la soie contre les sièges en cuir. Les bottes de travail de Marcus grinçaient sur le sol poli. Chaque pas annonçait leur pauvreté à la salle remplie de l'élite de Lyon. « Monsieur, je crains que vous ne soyez au mauvais endroit. » Le maître d'hôtel se matérialisa devant eux comme le gardien d'un royaume interdit. Son expression était un chef-d'œuvre de dédain professionnel. « S'il vous plaît, je dois juste parler à Roberto. Dites-lui que le mari de Sarah Thompson est là. » La voix de Marcus portait le poids d'une fierté lentement écrasée par la nécessité. « Roberto ne travaille plus ici. Maintenant, si vous voulez bien, papa. J'ai mal au ventre, » interrompit Stella en se tenant le ventre. Elle ne s'était pas plainte une seule fois depuis 3 jours, depuis qu'il n'avait plus d'argent pour manger. Mais l'odeur de l'huile de truffe et du wagyu grillé avait eu raison de sa détermination. Le matraillé jeta un coup d'œil aux enfants, et quelque chose d'humain faillit apparaître dans son expression avant que le professionnalisme ne le recouvre. « Monsieur, cet établissement exige des réservations plusieurs semaines à l'avance. Je dois vous demander de partir. Y a-t-il un problème, Antoine ?» La voix trancha la tension comme un couteau en argent dans du beurre. Victoria Sterling s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non » et qui le pensait vraiment. À 27 ans, elle était la plus jeune PDG du secteur technologique à Lyon. Sa société valait plus de 2 milliards de dollars. Sa robe Balenciaga émeraude coûtait probablement plus cher que ce que Marcus gagnait en 6 mois. « Mademoiselle Sterling, je m'excuse pour le dérangement. Je demandais juste s'il y avait un problème. » Ses yeux noisettes fixaient Marcus avec le regard calculateur d'un prédateur évaluant sa proie. « Pas pour vos excuses. » Marcus redressa les épaules. Une vie de travail acharné lui donnait de la force, même si l'embarras lui brûlait les joues. Pas de problème. On s'en allait justement. « Ah bon ?» Le sourire de Victoria était aussi tranchant que le clair de lune hivernale. Quelle déception. Et moi qui pensais assister à quelque chose d'amusant. Elle fit lentement le tour d'eux, ses talons loup-boutin claquant au rythme prédateur. « Laisse-moi deviner. Perte d'emploi, dette de jeu ou juste une autre histoire larmoyante pour obtenir de l'argent. Victoria, chérie, qu'est-ce qui te retient ?» Un homme en costume Tom Ford apparut à ses côtés. Harrison Blackwood, héritier d'une fortune pharmaceutique et dernier accessoire de Victoria. Son go de Cologne coûtait probablement plus cher que le loyer de Marcus. Juste un peu de couleur locale, Harrison. Ce monsieur et ses enfants pensaient apparemment que le Bernardin tenait une soupe populaire ce soir. Des rires parcoururent les tables voisines. Marcus sentit la petite main de Luna se glisser dans la sienne et la serrer fort. Stella était devenue très calme, comme lorsqu'elle essayait de ne pas pleurer. « On devrait y aller », dit Marcus à voix basse. Mais Victoria se plaça devant lui. « Oh, ne partez pas à cause de nous. Vous savez quoi, je me sens généreuse ce soir. Que diriez-vous d'un petit pari ?» Ses yeux brillaient d'un amusement malicieux. « Vous voyez cette voiture dehors ? La Bugatti Chiron bleue. » À travers les baies vitrées, Marcus pouvait la voir. Une hypercar à 3 millions de dollars qui brillait sous les lampadaires comme un joyau bleu azur. Elle me cause des problèmes depuis 1 semaine. Je n'arrive pas à la démarrer. Si vous pouvez la réparer ici et maintenant, je vous paierai le dîner. À vous et à vos adorables petites. Elle s'interrompit, observant les jumelles avec une expression que Marcus ne parvint pas à déchiffrer. « Fille, Victoria, vous n'êtes pas sérieuse. » Harrison éclata de rire. « Cette voiture a été examinée par 3 spécialistes. Chut. » Elle ne le regarda même pas. « Qu'en dites-vous, monsieur Thompson ?» Marcus Thompson. « Eh bien, monsieur Thompson, êtes-vous un joueur ?» Marcus regarda ses filles. Luna était en train de mémoriser tout ce qu'elle voyait, ses yeux parcourant la pièce comme un scanner informatique. Stella avait penché la tête, écoutant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre, calculant probablement les schémas acoustiques de l'espace, une habitude qu'elle avait prise après la mort de sa mère. Et si je ne peux pas la réparer, le sourire de Victoria s'élargit. Alors vous admettrez ce que vous êtes vraiment, un mendiant qui utilise ses enfants pour susciter la sympathie, ici même, devant tout le monde, à genoux. Victoria,
Une femme à une table voisine eut le souffle coupé. C'est trop cruel, même pour vous. Cruel? Victoria se tourna vers la salle, s'adressant à eux comme si elle donnait une conférence TED. Je lui offre une chance. N'est-ce pas ça l'Amérique? La possibilité de faire ses preuves? Elle se retourna vers Marcus. À moins que tu n'aies peur. À moins que tu ne saches que tu es exactement ce que tu sembles être. Un raté qui ne peut même pas nourrir ses propres enfants. Papa sait tout sur les voitures, dit soudain Luna, sa petite voix brisant la tension. Il construisait des fusées. Victoria éclata de rire. Un son semblable à celui de verres de champagne qui se brise. Des fusées? Comme c'est mignon. Il t'a dit qu'il avait aussi volé vers la Lune? Pas des fusées qui vont dans l'espace, ajouta Stella doucement. Des moteurs de fusée pour la NASA avant l'accident. La main de Marcus se resserra sur l'épaule de Stella. Un avertissement gentil. Ils avaient convenu de ne jamais parler de Paris, du projet Prométhée, de l'explosion qui avait tué 17 personnes et détruit sa carrière lorsqu'il avait choisi de sauver des vies plutôt que de protéger le prototype. La NASA. Harrison ricana. C'est ça. Et moi, je suis Batman. Écoute, dit Victoria en sortant son téléphone. Son étui incrusté de diamants scintillait à la lumière. Rendons ça intéressant. Tu répares ma Bugatti et je ferai plus que t'inviter à dîner. Je te donnerai la voiture. Le restaurant est devenu silencieux. Même le personnel de cuisine avait arrêté de faire du bruit avec les casseroles. Tu es ivre, dit Harrison. Je m'ennuie, corrigea Victoria. Et je veux voir si M. Thompson peut prouver qu'il mérite la confiance de sa fille. Qu'est-ce que t'en dis? Répare ma voiture à 3 millions de dollars et elle est à toi. Si tu échoues, tu te ridiculises et tu traumatises tes enfants. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Marcus sentit le poids de 60 paires d'yeux posés sur lui. Sa fille se redressa. Leur confiance en lui était absolue malgré la faim qui leur tordait les tripes. Il pensa à leur frigo vide, à la vie d'expulsion qu'il avait cachée derrière la boîte de céréales, à la promesse qu'il avait faite à Sarah sur son lit de mort que leur fille ne souffrirait jamais. « J'aurais besoin d'outils », dit-il doucement. Victoria haussa les sourcils. « Tu vas vraiment essayer ?» Je répondis. « J'aurais besoin d'outils et du porte-clés. » Elle rit à nouveau, ravie par ce divertissement inattendu. « Antoine, envoie quelqu'un au magasin d'auto le plus proche. Achète tout ce dont Monsieur le génie a besoin. Ça va être mieux qu'un dîner-spectacle. » Pendant qu'Antoine s'éloignait, Victoria lança son porte-clés à Marcus. Il l'attrapa d'une main, le poids de l'objet était important et froid. « 1 heure, annonça-t-elle. Tu as 1 heure pour prouver que tu es plus qu'un père irresponsable avec une histoire triste. Et quand tu échoueras, parce que tu échoueras, je veux te voir à genoux, admettant ce que tu es vraiment devant tes précieuses filles. Et quand j'aurai réussi, demanda Marcus à voix basse, alors tu repartiras au volant d'une Bugatti Chiron, et j'aurai une histoire à raconter à chaque fête pendant les 10 prochaines années. Elle leva sa flûte de champagne. 2 chances impossibles et 2 hommes désespérés. Que le meilleur escroc gagne. Marcus regarda ses filles une dernière fois. Luna lui fit un petit signe de tête, son visage de 7 ans sérieux et calculateur. Il savait que son cerveau remarquable était déjà en train de réfléchir. Stella murmura « Le moteur fait un bruit bizarre d'ici, papa. Écoute. » Il embrassa le sommet de leur tête. Il respira le parfum du shampoing bon marché et des rêves encore intacts. Puis il se redressa, croisant le regard prédateur de Victoria Sterling avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait déjà eu 17 vies entre ses mains et sauvé tout le monde. « 1 heure, accepta-t-il. Surveillez mes filles pour moi. Et mademoiselle Sterling, vous devriez vérifier si votre assurance couvre les catastrophes naturelles. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il entendit Luna dire à Victoria « Mon papa ne croit pas à l'impossible. Il dit que c'est juste un autre mot pour dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution. » Victoria Sterling, pour la première fois depuis des années, sentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer lui remuer la poitrine. Elle refoula ce sentiment et prit une autre gorgée de champagne, regardant Marcus Thompson disparaître dans la nuit où sa Bugatti accidentée attendait comme une pierre tombale à 3 millions de dollars pour sa fierté. Victoria Sterling avait gagné son premier million à 22 ans, bâti un empire technologique à 25 ans et écrasé ses concurrents avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui écrase des fourmis. Mais en regardant Marcus Thompson marcher vers sa Bugatti Chiron avec l'assurance tranquille d'un homme qui s'approche d'un vieil ami, elle ressentit une sensation inconnue lui parcourir l'échine. « Papa peut tout réparer », annonça Luna à la foule qui s'était rassemblée, sa petite voix dégageant une autorité surprenante. Il a réparé le groupe auxiliaire de puissance de la navette spatiale Columbia, alors que 3 autres ingénieurs avaient déclaré que c'était impossible. « Luna, ma chérie, » répondit Marcus doucement. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» La petite fille serra les lèvres, mais ses yeux verts restèrent provoquants, fixés sur Victoria avec une intensité qui fit se tortiller la milliardaire dans ses talons de créateur. « Votre fille a beaucoup d'imagination, » dit Harrison d'un ton traînant, en passant son bras possessivement autour des épaules de Victoria. «
Mais je suppose que les gens désespérés se racontent toutes sortes d'histoires. Ce n'est pas une histoire, dit Stella doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais qui attirait néanmoins l'attention. Papa a reçu 17 distinctions de la NASA. On les avait accrochées au mur avant de devoir déménager. Victoria observa l'enfant. La façon dont elle se tenait parfaitement immobile, la tête légèrement inclinée, comme si elle écoutait quelque chose qui dépassait l'ouïe humaine normale. Il y avait quelque chose de troublant chez les deux jumelles, quelque chose qui allait au-delà de leurs vêtements usés et de leurs joues creuses. « Antoine !» Victoria claqua des doigts. « Apportez du pain aux enfants. On ne peut pas les laisser s'évanouir de faim pendant mon spectacle. Juste du pain. » La matraï s'avança prudemment. « Ai-je bégayé ? Du pain et de l'eau. Je ne dirige pas une œuvre caritative. » La petite main de Luna se tendit et attrapa le poignet de Stella alors que sa sœur faisait un pas en avant. « Tout va bien, » murmura Luna. « Souviens-toi de ce que maman a dit à propos des gens qui sont méchants parce qu'ils ont peur. »« Je n'ai pas peur, » murmura Stella en retour, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Victoria. Elle a juste l'air bizarre, comme un piano dont les cordes sont cassées. La foule s'était maintenant grossie, l'élite de Lyon abandonnant son bœuf wagyu et son vin pour assister au spectacle. Quelqu'un diffusait en direct sur Instagram. Un autre client avait appelé des amis et des voitures de luxe arrivaient déjà devant le restaurant. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir Marcus tourner autour de la Bugatti avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant un patient. Les outils étaient arrivés, une collection hâtive provenant d'un magasin d'automobile voisin, et il les disposa sur le foulard en soie que quelqu'un avait donné pour servir de tapis. Chaque outil était placé de manière délibérée et précise. « 10 000 $ qu'il n'arrivera même pas à ouvrir le capot », cria un courtier de Wall Street. « 20 $ qu'il va rayer la peinture et s'enfuir », ajouta une autre voix. Rapidement, la cagnotte atteignit 6 chiffres. Le resto se transforma en casino improvisé où la dignité de Marcus Thompson était le divertissement de la soirée. Victoria se délectait de l'attention, jouant le rôle de maître de cérémonie dans ce cirque de cruauté. « Raconte-nous plus sur ton père, le génie de l'aérospatiale. » Elle ronronna à l'intention des jumeaux qui grignotaient à contre-cœur le pain rassis qu'Antoine avait sorti de je ne sais où. Est-ce qu'il découvrait aussi des remèdes contre le cancer et des moyens de voyager dans le temps pendant ses week-ends? Luna avala soigneusement sa bouchée avant de répondre. Il a sauvé 17 personnes quand le moteur Prometheus a explosé. Il aurait pu sauver le prototype, mais il a préféré sauver les gens. C'est pour ça que Kieran Industries l'a viré et s'est assuré qu'il ne puisse plus jamais bosser dans l'aérospatiale. Le nom tomba dans la conversation comme une pierre dans une eau calme. Kieran Industries, le géant de l'aérospatiale qui avait subi un échec catastrophique il y a 5 ans, leur coûtant des milliards et déclenchant presque une enquête du Congrès. Le rapport officiel avait blâmé des ingénieurs anonymes pour des négligences critiques. « Tu dis que ton père était impliqué dans la catastrophe Prometheus ?» Une femme en perles se pencha en avant, soudainement intéressée. « Il n'était pas impliqué, » corrigea Stella, sa voix calme et précise. « Il a empêché que ça empire. Le protocole de confinement qu'il a mis en place a sauvé l'ensemble des installations de Paris. Mais quelqu'un devait être blâmé, et papa a refusé de mentir sur les défauts de conception. » Victoria sentit le bras de Harrison se resserrer autour d'elle. Sa famille avait investi dans Kieran Industries. Ils avaient perdu des millions lorsque les actions avaient chuté après l'explosion. « Fascinant conte de fées », dit Victoria, mais sa voix avait perdu un peu de sa cruelle gaieté. « Et je suppose que tu as des preuves de cette histoire héroïque. » « Dans l'unité de stockage 447 de la rue de l'Encensie », récita Luna de mémoire. « Boîte 17, 3e étagère. Toutes ces distinctions, les vrais rapports d'enquête et les enregistrements de la boîte noire de l'installation qui prouvent qu'il les avait avertis de la défaillance de la cascade de résonance 3 semaines avant qu'elle ne se produise. Comment peux-tu te souvenir de tout ça ?» Victoria s'interrompit pour observer l'enfant plus attentivement. La façon dont les yeux de Luna bougeaient, sa mémoire parfaite des détails spécifiques. Le catalogage précis des informations. Tu as une mémoire eidétique, une hypermésie. Luna la corrigea poliment. Une mémoire autobiographique parfaite. Je me souviens de tout ce que j'ai vécu depuis l'âge de 4 ans. Chaque conversation, chaque document que j'ai vu, chaque instant. Ses yeux verts croisèrent ceux de Victoria. Tout. Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un chercha hypermésie sur son téléphone, sifflant doucement devant la rareté de cette condition. Et toi ? Victoria se tourna vers Stella, qui avait fini son pain et fixé le lustre avec une intensité particulière. « J'entends des motifs, » dit simplement Stella. « Dans les sons et les chiffres, dans la façon dont les choses vibrent. Maman disait que c'était un don. Les médecins ont appelé ça le syndrome de Soantaki, depuis que je suis tombée malade quand j'étais bébé. Elle peut calculer les fréquences acoustiques dans sa tête, a ajouté Luna fièrement, et résoudre des problèmes mathématiques rien qu'en les écoutant.
C'est comme ça qu'elle a su que ta voiture était en panne. Elle a entendu le moteur essayer de démarrer depuis l'intérieur du restaurant et a calculé que le taux de compression était décalé de 0,3%. Victoria a ri, mais ça semblait forcé. C'est impossible, personne ne peut le faire. Le lustre a une fréquence naturelle de 247 UA3 Hz. Stella l'interrompit d'un air rêveur. Si je fredonnais exactement à 484,6 Hz, il commencerait à résonner. Le cristal chanterait avant de se briser. Elle regarda Victoria avec ses deux yeux complices. Tout a un point de rupture, même les gens. Dehors, Marcus avait maintenant ouvert le capot. La foule se pressait contre les vitres, le regardant travailler avec la précision méthodique de quelqu'un qui comprend les machines comme les poètes comprennent les mots. Ses mains bougeaient avec une grâce surprenante pour leur taille. Chaque mouvement était économique et déterminé. « Il est vraiment en train de faire quelque chose », murmura quelqu'un. « Regardez comment il examine le moteur. Ce n'est pas juste un fouillage au hasard. » Le téléphone de Victoria vibra. Un SMS de son chef de la sécurité. « Madame, j'ai fait une rapide vérification des antécédents. Marcus Thompson était ingénieur en chef de la propulsion pour la division des projets avancés de la NASA. 17 distinctions pour l'innovation et les protocoles de sécurité. L'incident de Paris. Il est répertorié comme personne d'intérêt, mais les détails sont confidentiels. Sa femme Sarah est décédée il y a 2 ans, des suites de complications lors d'un traitement expérimental pour des cancers pédiatriques rares. Elle était chef cuisinière au Lernardent. Les jumelles et madame, leurs tests de QI sont hors normes. Luna Thompson a le score de rétention de mémoire le plus élevé jamais enregistré dans l'État. Les capacités mathématiques de Stella Thompson sont considérées comme extrêmement douées par Johns Hopkins. Elles sont sur liste d'attente pour un programme spécial, mais leur père n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité. Le téléphone tremblait dans la main de Victoria. Elle regarda à nouveau les jumelles. Elle les regarda vraiment. Au-delà de la pauvreté, au-delà de la faim, au-delà des vêtements usés. Les yeux de Luna suivaient tout avec une précision digne d'un ordinateur. Les doigts de Stella tapotaient sa jambe en suivant des motifs mathématiques complexes. Ce n'étaient pas seulement des enfants désespérés, ils étaient extraordinaires. « 15 minutes !» cria quelqu'un. « Ça fait 15 minutes qu'il y est. » Marcus avait maintenant disposé les composants sur l'écharpe. Chaque pièce était extraite avec une précision chirurgicale. Victoria ne reconnaissait rien. Son expertise était dans les logiciels, pas dans le matériel. Mais elle pouvait voir l'approche systématique, le diagnostic méthodique de quelqu'un qui comprenait les systèmes à un niveau fondamental. « Votre mère ?» se surprit à dire Victoria aux jumelles. « Parlez-moi d'elle. »« Elle était belle », dit immédiatement Luna, sa mémoire parfaite peignant le tableau. 1,68, des cheveux auburn qui s'embrasaient au soleil, des yeux noisettes avec des reflets dorés. Elle riait aux blagues d'ingénieur de papa, même quand elles n'étaient pas drôles. Elle savait faire un sul parfait les yeux bandés, et elle nous chantait des berceuses françaises apprises de sa grand-mère pour nous endormir. Elle est tombée malade en essayant de sauver d'autres enfants. Stella a ajouté l'essai clinique pour le traitement du neuroblastome pédiatrique. Elle s'est portée volontaire parce qu'elle disait que si cela pouvait sauver ne serait-ce qu'un seul enfant, cela valait la peine de prendre le risque. Le traitement a fonctionné pour les autres, mais pas pour elle. Victoria sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle pensa à sa propre mère, qui l'avait abandonnée à l'âge de 12 ans pour un mari plus jeune et un nouveau départ en Californie. Elle avait bâti son empire sur le sol gelé de cet abandon. Chaque succès était une brique dans le mur qui la séparait de tout sentiment réel. Papa a tout essayé. Luna continua, sa mémoire parfaite impitoyable dans sa clarté. Il a dépensé nos économies en traitement, vendu ses brevets, notre maison, tout. À la fin, il lui a tenu la main pendant 43 heures d'affilée. Elle lui a fait promettre qu'on n'aurait jamais faim. Mais les promesses sont difficiles à tenir quand Kieran Industries s'est assuré qu'aucune entreprise aérospatiale ne l'embaucherait. « Arrête !» murmura Victoria. Mais Luna n'avait pas fini. « Vous me rappelez quelqu'un ? Miss Sterling, votre posture, la forme de vos yeux. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Ma mémoire me dit que non. Mais la reconnaissance des formes me dit que oui. C'est très étrange. » Un cri étouffé provenant de l'extérieur interrompit la réponse que Victoria aurait pu donner. La foule se pressait maintenant contre les fenêtres. Les téléphones enregistraient des voix qui s'élevaient avec excitation. Le moteur de la Bugatti rugit. Le son était parfait. Le ronronnement doux et puissant des 16 cylindres tournant en parfaite harmonie. Marcus recula, s'essuyant les mains avec un chiffon que quelqu'un lui avait tendu, l'air calme malgré la graisse sur son visage et la sueur sur son front. « Impossible », murmura Harrison. Cette voiture a été examinée par 3 spécialistes. Des spécialistes qui se sont trompés de système, dit avec enthousiasme un homme dans la foule, lui-même mécanicien amateur. Regardez ce qu'il a fait. Il a complètement contourné le CU principal et créé un système de commande manuelle pour l'injection de carburant. C'est génial. C'est absolument génial. 43 minutes.
Marcus Thompson avait diagnostiqué et réparé en 43 minutes, avec des outils provenant d'un magasin de bricolage du coin, une hypercar de 3 millions de dollars qui avait déconcerté les techniciens certifiés de Bugatti. Il retourna dans le restaurant et la foule s'écarta comme la mer Rouge. Il avait de la graisse sous les ongles et une tache sur la joue. Mais il se comportait avec une dignité tranquille. Il ne se vantait pas et ne jubilait pas. Il se contenta de marcher vers ses filles et de s'agenouiller à côté d'elles. « Tout est se réparer », dit-il doucement. « On savait que tu pouvais le faire, papa », dit Stella en enroulant ses bras maigres autour de son cou. « Le taux de compression », demanda-t-elle, était décalé de 0,31%, comme tu l'avais dit. Le CU était pris dans une boucle de rétroaction, essayant de compenser un capteur qui lisait mal la pression atmosphérique. Parfois, les problèmes les plus coûteux ont les solutions les plus simples. Il se tint face à Victoria. Tout le restaurant retint son souffle. « Ta voiture marche », dit-il simplement. « Je crois que tu as parlé d'un dîner. » Victoria resta figée, son esprit passant en revue toutes les implications et les impossibilités. Ce n'était pas comme ça que le scénario était censé se dérouler. Il était censé échouer. Ils échouaient toujours. C'est pourquoi il était sûr de faire des paris aussi extravagants. La voiture. Quelqu'un dans la foule lui rappela. « Tu as dit que s'il la réparait, la voiture serait à lui. » « Je plaisantais, » dit Victoria. Mais sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. « Non, » dit lentement Harrison, le regard calculateur. « Ce n'était pas le cas. Tu as fait ce pari devant des témoins, devant des caméras. » Il fit un geste vers le téléphone qui continuait d'enregistrer. « Ta réputation, Victoria. Sa réputation fondée sur son caractère impitoyable mais honnête, sur le fait qu'elle tenait parole quel qu'en soit le prix. C'est ce qui la distinguait des autres magnats de la technologie qui faisaient des promesses aussi facilement qu'ils les rompaient. Elle regarda Marcus Thompson, qui ne jubilait pas et n'était pas exigeant, mais se tenait simplement là avec ses filles affamées qui attendaient. Elle regarda les jumelles, Luna, avec sa mémoire parfaite, qui avait détecté quelque chose de familier dans le visage de Victoria. Stella, avec ses dons incroyables et sa sagesse envoûtante. « Papa » dit soudain Luna, « tes mains tremblent. » C'était l'adrénaline qui quittait son corps, la réalité de ce qu'il venait de faire et de ce qu'il avait risqué de perdre. Victoria le vit alors dans le tremblement de ses doigts et la tension autour de ses yeux. Il avait tout misé sur ce moment. La confiance de sa fille en lui, leur dernier lambeau de dignité, leur espoir. « Antoine » entendit Victoria dire, « mets la table pour 3, ta plus belle table, et apporte le menu, le vrai menu, pas celui que tu montres aux touristes. Madame, Monsieur Thompson et ses filles dîneront avec nous ce soir. » Quant à la voiture, elle sortit le titre de propriété de son sac à main. Elle le gardait toujours là. Une police d'assurance de 3 millions de dollars contre l'ennui. Sa main resta suspendue au-dessus. « On n'a pas besoin de ta voiture, » dit Marcus doucement. « Juste le dîner. C'était le deal initial. »« Papa, non » murmura Luna avec insistance. « L'avis d'expulsion, les factures médicales. »« Luna, » dit-il doucement, mais la mémoire parfaite de sa fille débordait déjà. 3 mois de loyer en retard. 47 000 $ de dettes médicales restantes pour les traitements de maman. Le garde-meuble avec toutes tes affaires de la NASA sera vendu aux enchères la semaine prochaine si on ne peut pas payer. Stella a besoin d'un nouveau médicament pour son traitement sensoriel, mais l'assurance ne le couvre pas. On a besoin... Ça suffit, ma chérie, dit Marcus, sa dignité finissant par craquer pour laisser apparaître l'épuisement qui se cachait derrière. Victoria ressentit à nouveau cette étrange sensation de fissure dans sa poitrine. Elle regarda cet homme qui avait sauvé 17 vies et tout perdu pour cela. Ces enfants extraordinaires qui affrontèrent la faim avec plus de dignité qu'elle n'en avait jamais montré dans toute sa vie privilégiée. Son jouet à 3 millions de dollars qui ne signifiait rien pour elle et tout pour eux. Mais quelque chose d'autre la tracassait. Les mots de Luna. « Tu me rappelles quelqu'un » Les traits familiers que la reconnaissance des formes de l'enfant avait captés. La couleur des yeux des jumeaux dans la lumière du restaurant. Noisette avec des reflets dorés, tout comme... Non, ce n'était pas possible. La clinique avait promis un anonymat total. Le don remontait à 8 ans, lorsqu'elle avait eu besoin d'argent rapidement pour lancer son entreprise. Juste quelques ovules, avait-il dit. Juste du matériel génétique, rien de plus. La voiture est à toi, dit-elle brusquement en signant le titre de propriété d'un geste rapide et net. Tu veux que ce soit équitable. Le restaurant a explosé. Des applaudissements, des exclamations, les flashs des appareils photo des téléphones capturant le moment où une milliardaire remettait une voiture de 3 millions de dollars à un mécanicien sans abri. Mais Victoria n'en avait pas fini. Cependant, a-t-elle dit en élevant la voix pour couvrir le bruit. « J'ai une proposition à vous faire. » La foule s'est calmée. « J'aurais besoin de quelqu'un avec vos compétences, Monsieur Thompson. Mon entreprise développe de nouvelles initiatives matérielles. On a besoin d'ingénieurs capables de sortir des sentiers battus, qui voient des solutions là où d'autres ne voient que des impossibilités. Vous m'offrez un boulot ?
demanda Marcus avec prudence. « Je vous offre une chance, corrigea Victoria. Un contrat de 6 mois, un salaire compétitif, tous les avantages sociaux, y compris une assurance maladie qui couvrirait les traitements de votre fille. » Pourquoi? La question vint de Stella. Ses 2 yeux sages scrutaient Victoria avec attention. Victoria croisa le regard de l'enfant, pensant aux marqueurs génétiques, aux possibilités de dons effectués dans des moments désespérés et aux conséquences qui s'ensuivaient, comme des ondulations à la surface de l'eau. « Parce que je suis curieuse, finit-elle par dire. Votre père a réparé en 40 minutes ce que mes experts n'ont pas réussi à résoudre en 1 semaine. Je veux savoir ce qu'il est capable de faire d'autre. » Elle marqua une pause, regardant les 2 jumelles. « Et parce que les enfants exceptionnels méritent des opportunités exceptionnelles, vous aurez tous les 2 accès à notre programme éducatif d'entreprise, aux meilleurs tuteurs, au programme scolaire le plus avancé. »« Vous voulez quelque chose ?» dit Luna, avec la certitude de quelqu'un qui se souvient de tous les mensonges qu'il a entendus. « Les gens comme vous veulent toujours quelque chose. » Victoria sourit, d'un sourire franc et sincère. « Vous avez raison, je veux gagner, et votre père vient de prouver qu'il vaut la peine de parier sur lui. » Elle tendit les clés de voiture qui appartenaient à Marcus. « Prenez-les pour le week-end. Réfléchis-y. La voiture est à toi de toute façon. Considère ça comme une compensation pour le divertissement de ce soir. » Marcus prit les clés avec des mains qui tremblaient encore légèrement. « Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» Victoria regarda les jumelles une fois de plus. Les traits familiers de Luna, les yeux noisettes de Stella, la façon dont elles se comportaient toutes les 2 avec une grâce innée malgré leur situation. Le timing était parfait. La clinique était à Paris. Les marqueurs génétiques étaient tous là, dans leur visage, dans leurs dons extraordinaires qui semblaient trop coïncidents pour être le fruit du hasard. « Disons simplement, murmura-t-elle, que j'ai le sentiment que nos chemins étaient destinés à se croiser. » Alors que la famille Thompson était conduite à la meilleure table du restaurant, les jumeaux regardaient avec des yeux écarquillés tout ce luxe. Marcus était encore sous le choc. Victoria Sterling se tenait près de la fenêtre, regardant son ancienne Bugatti briller sous les lampadaires. Elle sortit son téléphone et tapa un message à son détective privé. Besoin d'un test ADN discret, 3 échantillons, travail urgent et récupérer tous les dossiers de la Reproductive Medical Associates de Paris. Vers 2017, tout. Parce que Victoria Sterling ne croyait pas aux coïncidences. Et si ses soupçons étaient fondés, elle venait de découvrir que l'univers avait un sens de l'humour aussi tordu que le sien. La Bugatti attendait dehors, telle une confession à 3 millions de dollars. Et quelque part dans le restaurant, 2 petites filles extraordinaires dégustaient leur premier vrai repas depuis des jours, sans se douter que leur vie venait de croiser une vérité qui allait bouleverser le monde de tout le monde. Mais cette révélation viendrait plus tard. Ce soir, il était question de chances impossibles et de choses brisées qui se réparaient. Ce soir, c'était une question de promesses tenues et de dignité préservée. Ce soir, c'était un pari que tout le monde avait gagné, même s'ils ne le savaient pas encore. La Bugatti Chiron ronronnait dans les rues de Lyon comme un secret à 3 millions de dollars. Marcus tenait le volant avec la révérence prudente de quelqu'un qui tient une bulle de savon, hyper conscient qu'un seul faux mouvement pouvait tout briser. Sur la banquette arrière, visible dans le rétroviseur, sa fille était assise en silence. Luna mémorisait chaque détail de l'intérieur de la voiture. Stella fredonnait doucement à une fréquence qui faisait chanter les verres en cristal dans les porte-gobelets. Ils avaient mangé comme à la part Dieu au Bernardin. De la vraie bouffe, pas les boîtes de conserve périmées de la banque alimentaire ou les échantillons gratuits que Luna pouvait obtenir des employés de l'épicerie. Marcus avait vu les yeux de sa fille s'écarquiller devant le défilé de plats. Des amuse-bouches dont il ne pouvait prononcer le nom. Du homard poché au beurre qui fondait sur leur langue. Une soule au chocolat qui fit rire Stella pour la première fois depuis des mois. Et pendant tout ce temps, Victoria Sterling les observait avec l'intensité d'un scientifique observant une expérience cruciale. « Papa !» dit Luna, d'une petite voix dans le cockpit de l'hypercar. Elle continuait à nous fixer. « Les gens riches sont bizarres, ma chérie. N'y prête pas trop attention. »« Non !» insista Luna. Sa mémoire parfaite rejouait chaque micro-expression. Elle nous regardait comme maman regardait les photos de sa mère, comme si elle essayait de résoudre un puzzle auquel il manquait des pièces. Marcus jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Parfois, son don ressemblait davantage à un fardeau. Son incapacité à oublier signifiait qu'elle portait chaque perte, chaque moment de douleur, avec une clarté parfaite. « Elle nous donne une chance », dit-il prudemment. « C'est tout ce qui compte. La voiture à elle seule pourrait tout régler », ajouta Stella, ses doigts tapotant sa jambe pour faire des calculs. Sa valeur marchande actuelle est de 3 à 2 millions de dollars. Même en la vendant à perte, on pourrait rembourser nos dettes médicales, trouver un logement et financer nos études pendant des années. On ne la vend pas pour l'instant, dit Marcus. Pas avant d'avoir entendu toute son offre. Tu envisages d'accepter le poste. Ce n'était pas une question.
Luna avait déjà lu la décision dans son attitude, dans la façon dont il avait redressé les épaules pendant le dîner, dans la lumière qui était revenue dans ses yeux lorsque Victoria avait mentionné le développement de matériel informatique. « J'envisage nos options », corrigea-t-il. Mais il savait que sa fille avait vu clair dans son jeu. Ils entrèrent dans le parking de leur immeuble, un complexe délabré de la part Dieu qui semblait encore plus minable avec une Bugatti ronronnant dans ses profondeurs. Marcus pouvait déjà imaginer les réactions des voisins, les questions, l'intérêt soudain de gens qui les avaient ignorés pendant des mois. « Les filles », dit-il en se tournant sur son siège, « pas un mot à personne sur ce qui s'est passé ce soir. Pas avant qu'on ait décidé de la marche à suivre. La voiture est difficile à cacher, papa », fit remarquer Stella avec la logique d'une enfant de 7 ans. « Je sais, mais on n'a pas besoin de faire de la pub pour ce qui s'est passé. Les gens pourraient… » Il s'interrompit, ne voulant pas exprimer ses craintes concernant les cambriolages, l'attention des mauvaises personnes, la rapidité avec laquelle la chance pouvait se transformer en malchance dans leur quartier. « Ils pourraient essayer de la nous prendre », finit Luna à sa place, « comme ils t'ont pris ton travail après Paris. » Marcus sentit son cœur se serrer. Ses filles avaient perdu une grande partie de leur enfance à cause de la dure réalité. Elles comprenaient la perte et la trahison d'une manière que les enfants ne devraient jamais comprendre. « Soyons juste prudentes, » dit-il. « Promets-le-moi, on te le promet, » répondirent-elles en chœur. Il les aida à sortir de la voiture, les portes s'ouvrant comme les ailes d'un rêve impossible. Leur appartement était au 4e étage, 3 pièces qui leur avaient semblé spacieuses lorsqu'elles avaient emménagé, mais qui leur donnaient maintenant l'impression d'être une cage. Marcus borda ses filles dans leur lit commun, la clé de la Bugatti pesant lourdement dans sa poche comme un talisman. « Papa » murmura Stella lorsqu'il embrassa son front. La voix de la dame devient plus claire. « Comment ça, bébé ? Les voix des gens ont des couleurs et des formes dans ma tête. Maman était dorée comme les cloches de l'église, tu es bleu comme l'océan. Mais la dame, elle était rouge comme une sirène, aiguë et effrayante. Mais à la fin du dîner, comment était sa voix ? Violet, murmura Stella, déjà en train de sombrer dans le sommeil. Comme les violettes, comme les berceuses que maman chantait, triste et belle à la fois. Marcus resta assis au bord de leur lit longtemps après qu'ils se soient endormis, regardant leur visage se détendre dans la paix qui ne vient qu'avec l'inconscience. Le front de Luna se détendit, libéré du poids d'une mémoire parfaite. Les doigts de Stella s'immobilisèrent, cessant de taper les calculs mathématiques de la survie. Son téléphone vibra. Numéro inconnu, mais il reconnut l'indicatif régional. Le Golden Corridor de Lyon. Monsieur Thompson, ici Evelyn Chen, assistante personnelle de Mademoiselle Sterling. Elle m'a demandé de vérifier que vous aviez bien reçu le contrat de travail que je viens de vous envoyer par email. Elle aimerait discuter des détails demain, si ça vous convient. Demain, c'est dimanche, dit Marcus machinalement. Mademoiselle Sterling ne reconnaît pas vraiment les week-ends, dit Evelyn d'un ton qui suggérait qu'elle avait renoncé à se battre sur ce terrain. Elle enverra une voiture à 10 heures. Les filles sont les bienvenues. Notre campus d'entreprise dispose d'une excellente crèche ouverte 7 jours sur 7. C'est très attentionné. Mademoiselle Sterling peut se montrer très attentionnée lorsqu'elle est motivée, dit Evelyn avec prudence. Je travaille pour elle depuis 5 ans, monsieur Thompson. Je ne l'ai jamais vue offrir quoi que ce soit qui vaille plus qu'une déduction fiscale. Quoi que vous ayez fait ce soir, quoi que vous lui ayez montré, cela a compté. La ligne fut coupée avant que Marcus n'ait pu répondre. Il ouvrit l'email et ses yeux s'écarquillèrent à la vue des chiffres. Le salaire était supérieur à celui qu'il gagnait à la NASA. Les avantages sociaux comprenaient non seulement une assurance maladie, mais aussi des allocations d'études, une aide au logement et même la prise en charge des frais de thérapie, comme si quelqu'un les avait spécialement conçus pour répondre aux besoins de sa famille. « Trop beau pour être vrai », lui murmura la partie cynique de son cerveau. D'après son expérience, lorsque les gens riches vous donnaient quelque chose, il y avait toujours des conditions. Des conditions en or peut-être, mais des conditions qui pouvaient tout de même vous étrangler. Mais quel autre choix avait-il ? L'avis d'expulsion était bien réel. Les besoins en médicaments de Stella étaient bien réels. Le garde-meuble où se trouvaient tous ces documents de la NASA, seule preuve qu'il n'était pas le méchant dans l'histoire de Kieran Industries, allait être vendu aux enchères dans 6 jours. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la Bugatti, posée comme une étoile tombée dans leur garage miteux. 3 millions de dollars de perfection technique, réparée avec intuition, expérience et ce genre de désespoir qui rend les hommes dangereux ou brillants. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, le numéro n'était pas masqué. « Monsieur Thompson, ici le docteur Elizabeth Warren du service de neurologie pédiatrique de Mancy. Je m'excuse de vous appeler si tard, mais je viens d'apprendre que vos filles ont été acceptées dans notre programme expérimental d'amélioration cognitive. Bourse complète. Quelqu'un a payé la totalité de leurs frais de scolarité il y a environ 1 heure. » Marcus serra le téléphone plus fort. « Qui ? Le don était anonyme, mais il était accompagné d'une note disant que vous comprendriez.
Monsieur Thompson, ce programme, les enfants comme les vôtres, avec leurs capacités uniques, nous pouvons les aider à développer leurs dons tout en leur apprenant à gérer les défis qui accompagnent ces esprits exceptionnels. Pouvez-vous les amener lundi pour une évaluation? Oui, bien sûr. Merveilleux. Et Monsieur Thompson, quel que soit votre bienfaiteur, il se soucie clairement de l'avenir de vos filles. Le paiement comprenait une clause stipulant un soutien continu pendant leurs études universitaires si nécessaire. Vos filles ont beaucoup de chance. De la chance? Marcus faillit éclater de rire. La chance, c'était de gagner à la loterie. Là, c'était tout autre chose. On aurait dit que quelqu'un investissait en elles. Et les investissements attendent toujours un retour sur investissement. Il jeta un dernier coup d'œil aux filles. Luna s'était glissée du côté du lit de sa sœur. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, comme les guillemets d'une phrase tacite. Puis il s'assit à la petite table de la cuisine et lut attentivement le contrat de Victoria Sterling. Il était agressif mais juste, exigeant mais respectueux, le genre de contrat proposé à quelqu'un de précieux, pas de désespéré. Il y avait bien sûr des clauses de confidentialité et des indicateurs de performance qui allaient le mettre au défi, mais il y avait aussi des protections, des garanties et autre chose. Une clause stipulant que tous les brevets développés seraient détenus conjointement et lui rapporteraient des redevances importantes. Elle ne se contentait pas de l'embaucher, elle faisait de lui un partenaire. Son ordinateur portable émit un bip pour signaler une alerte info. Quelqu'un avait mis en ligne une vidéo du pari de ce soir sur les réseaux sociaux. Le pari Bugatti d'un milliardaire se retourne magnifiquement contre lui, disait le titre. La vidéo avait déjà été visionnée 3 millions de fois. Marcus se regarda à l'écran, voyant ce que les autres voyaient. Un père désespéré qui misait tout sur ses connaissances en mécanique et sa mémoire musculaire. Mais il vit aussi ce qu'il ne voyait pas. Le moment où Victoria Sterling regarda ses filles et où quelque chose changea dans son expression. La façon dont elle avait signé ce titre, comme si elle signait quelque chose de plus contraignant qu'un simple transfert de propriété. Un autre email arriva. Celui-ci n'avait pas d'objet, juste un seul message. Vos filles sont extraordinaires. Je pense qu'elles tiennent ça des deux côtés de leur arbre généalogique. Nous avons beaucoup à discuter demain. VS. Des deux côtés de leur arbre généalogique. C'était une phrase étrange qui fit froncer les sourcils de Marcus. La famille de Sarah avait disparu. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture il y a des années. Pas de frères et sœurs, pas de proches. Sa propre famille l'avait renié après Paris, préférant croire la version des faits de Kiran Industries plutôt que sa vérité. Mais Victoria Sterling avait regardé ses filles comme si elles voyaient des fantômes, comme si elles reconnaissaient quelque chose dans leur visage qui allait au-delà du simple intérêt pour des enfants doués. Marcus ferma l'ordinateur portable et vérifia 2 fois les serrures avant d'aller se coucher. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions et peut-être de nouveaux dangers. Mais ce soir, ses filles avaient mangé, elles avaient un toit et quelqu'un avait vu leur valeur au-delà de leur situation. Dans le garage en dessous, la Bugatti attendait comme un pont entre deux mondes, celui dans lequel ils avaient vécu et celui dans lequel ils étaient sur le point d'entrer. Marcus avait réparé la voiture, mais il avait le sentiment que Victoria Sterling avait l'intention de réparer quelque chose de beaucoup plus complexe. La question était, qu'est-ce qui était cassé au point qu'une milliardaire soit prête à payer 3 millions de dollars pour le réparer? Et surtout, que voudrait-elle en échange lorsqu'elle découvrirait que certaines choses cassées révélaient de belles vérités en les réparant? Le contrat brillait sur l'écran de son ordinateur portable, attendant sa signature. Dehors, Lyon fredonnait son éternel chant d'ambition et de rêves, de fortunes faites et perdues, de gens qui pariaient tout sur des chances impossibles. Marcus repensa aux derniers mots de sa femme. « Prends soin de nos miracles ». Puis il signa et s'engagea dans la tempête que Victoria Sterling s'apprêtait à déchaîner sur leur monde soigneusement construit, fait de survie et de secrets. Car parfois, le pari le plus dangereux était celui où tout le monde gagnait et où personne ne comprenait vraiment le jeu auquel il jouait. Le campus de Sterling Industries s'étendait sur 40 acres de l'immobilier de prestige de la Défense, tel un organisme de verre et d'acier. Marcus guida la Bugatti à travers le poste de contrôle de sécurité. Il remarqua que les gardes haussaient les sourcils et vérifiaient 3 fois son nom sur leur liste. « C'est un grand bâtiment, papa », murmura Stella, depuis le siège arrière. Sa voix trahissait l'émerveillement d'une enfant habituée aux petits espaces. 17 étages de structure principale, 4 bâtiments annexes, environ 2000 employés d'après le nombre de places de parking. Luna énuméra rapidement ce qu'elle voyait et cataloguait. L'architecture est néo-moderne avec des éléments durables. Des panneaux solaires sur la façade sud, des éoliennes intégrées dans la conception. Elle essaie de sauver le monde tout en gagnant de l'argent. Marcus sourit malgré sa nervosité. On peut faire confiance à Luna pour lire un bâtiment comme un livre. Ils furent accueillis à l'entrée par Evelyn Chen, une femme dont l'efficacité rayonnait dans chacun de ses gestes précis. « Monsieur Thompson, bienvenue. Mademoiselle Sterling est en train de terminer un appel avec Tokyo.
Elle m'a demandé de vous montrer d'abord la crèche à vous et à vos filles. Je préfère qu'elles restent avec moi, dit Marcus automatiquement. Bien sûr. Cependant, vous voudrez peut-être voir les installations. Nous disposons de ressources éducatives assez uniques qui pourraient intéresser les enfants ayant des capacités particulières. Elle les guida à travers des couloirs qui ressemblaient en plus à des galeries d'art qu'à des bureaux. La crèche occupait tout un étage avec vue sur des jardins et un petit lac. Elle ressemblait moins à une crèche d'entreprise qu'à une école privée d'élite. On a des environnements d'apprentissage holographique, expliqua Evelyne en montrant des salles où les enfants manipulaient des équations en 3 dimensions et des scènes historiques, des tuteurs IA adaptés au rythme d'apprentissage de chaque enfant, des chambres de régulation sensorielle pour ceux qui en ont besoin. Elle regarda ostensiblement Stella, et des outils de construction de palais de mémoire pour ceux qui ont une mémoire améliorée. Un regard vers Luna. « Comment avez-vous fait ?» commença Marcus. « Mademoiselle Sterling nous a demandé de nous préparer spécifiquement aux besoins de votre fille, répondit simplement Evelyne. Elle est très minutieuse dans ses recherches. Luna tira sur sa manche. Papa, regarde. Elle désigna une fille de leur âge qui travaillait avec des motifs lumineux formant des structures mathématiques complexes dans les airs. Elle est comme Stella. Elle voit les mathématiques. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Marcus vit ses filles regarder quelque chose avec une admiration sans complexe. Pas de calcul de coût, pas de souvenir de perte, juste des enfants qui voyaient un endroit où elles pourraient avoir leur place. « On peut rester un peu ?» demanda doucement Stella. « Je vais demander au docteur Patel de leur faire visiter les lieux », proposa Evelyne. Elle est spécialisée dans les enfants aux dons extraordinaires. Tu as ton rendez-vous avec Mademoiselle Sterling dans 10 minutes. Marcus s'agenouilla à côté de ses filles. Tu es sûr ? La mémoire parfaite de Luna cataloguerait chaque détail, chaque menace potentielle. L'hypersensibilité de Stella l'alerterait de toute discorde. Elles étaient meilleures que lui pour juger de la sécurité. Le son ici est bleu, dit Stella, ce qui était sa façon de dire qu'elle se sentait en sécurité, comme dans leur ancienne maison. Il embrassa leur front et suivit Evelyne jusqu'à l'ascenseur réservé aux cadres, essayant de ne pas penser à la facilité avec laquelle ses filles s'adaptaient à un luxe qu'elles n'avaient jamais connu, ni à la rapidité avec laquelle tout cela pouvait disparaître. Le bureau de Victoria Sterling occupait tout le dernier étage, un royaume de verre qui donnait l'impression que le monde en dessous était un train miniature. Elle lui tournait le dos, terminant son appel dans un japonais rapide, la ville s'étendant sous ses yeux comme un territoire conquis. « Marcus ?» dit-elle sans se retourner, mettant fin à son appel d'un geste. « Saviez-vous que votre réparation de ma Bugatti a été analysée par 17 ingénieurs automobiles au cours des 12 dernières heures ? Il la qualifie d'élégamment primitive. » Un compliment ambigu, mais juste. Elle se retourna enfin, et Marcus fut à nouveau frappé par l'intensité de son regard. Aujourd'hui, elle portait un simple tailleur noir qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière qui soulignait les angles marqués de son visage. « Tes filles s'adaptent bien. On dirait, oui, tes installations sont impressionnantes. Elles doivent l'être. L'avenir ne se construit pas avec des esprits ordinaires. » Elle désigna un coin salon qui ressemblait plus à un salon qu'à un espace de bureau. Café, thé, quelque chose de plus fort. On dirait que vous n'avez pas dormi. En effet, les dons extraordinaires s'accompagnent de préoccupations extraordinaires. Elle sourit, la première expression authentique qu'il voyait chez elle. Je ne saurais le dire. J'ai toujours été résolument ordinaire. Demandez à ma mère. Son sourire devint amer. Oh, attendez, vous ne pouvez pas. Elle est trop occupée avec son 4e mari à Malibu pour se souvenir qu'elle a une fille. Marcus enregistra cette information. Il en apprenait plus sur l'armure qu'elle portait que n'importe quelle biographie d'entreprise n'aurait pu lui révéler. « Parlons de la vraie raison de ma présence ici », dit-il sans détour. « J'apprécie votre franchise. » Elle sortit une tablette et fit défiler des documents. « Il y a 5 ans, Kieran Industries vous a rendu responsable d'une catastrophe qui a coûté 17 milliards. Vous avez préféré disparaître dans l'anonymat plutôt que de vous battre. Pourquoi ? Ma femme était malade. Mes filles avaient 2 ans. J'avais des priorités. Et maintenant, ma femme est morte. Mes filles ont faim. Et Kieran Industries développe le même système défectueux qui a causé l'explosion de Paris. Ils l'ont juste mieux caché. Les yeux de Victoria se sont aiguisés. Vous pouvez le prouver si vous disposez des ressources nécessaires. Oui, la défaillance en cascade que j'ai identifiée n'était pas un défaut, c'était une fonctionnalité. Quelqu'un voulait que ce moteur tombe en panne dans des conditions spécifiques. Je n'ai juste pas encore pu prouver qui ni pourquoi. Du sabotage industriel, un meurtre industriel. 17 personnes sont mortes parce que quelqu'un avait besoin qu'elles meurent, et le moteur n'était qu'une arme. Victoria se dirigea vers la fenêtre. J'essaie de racheter Kieran Industries depuis 3 ans. Ils m'ont bloqué à chaque fois. Un club de vieux garçons, disait-il. Trop jeune, trop féminine, trop agressive.
Elle se retourna vers lui. De quoi aurais-tu besoin pour prouver ce qui s'est réellement passé à Paris? L'accès à leur laboratoire de développement actuel. Une analyse comparative entre l'ancien moteur et le nouveau. Les documents financiers montrant qui a profité de la panne. Il fit une pause. Et la protection de mes filles. Si je recommence ce combat, ils s'en prendront à leur seul moyen de pression. C'est d'accord, dit immédiatement Victoria. Je vais assigner une équipe de sécurité dès aujourd'hui. Discrète, professionnelle, invisible, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. C'est comme ça, Marcus. Je ne suis pas devenu milliardaire en hésitant. Je vois une opportunité. Je la saisis. Tu es mon opportunité de finalement faire tomber Kieran Industries. Elles sont ta chance de blanchir ton nom. Un bénéfice mutuel, la base de tout bon partenariat. Elle retourna s'asseoir, l'observant. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai proposé ce boulot. Non, non. Je t'ai proposé ce boulot à cause de ça. Elle tourna sa tablette vers lui. Les images de vidéosurveillance du restaurant, zoomées sur les visages de ses filles qui le regardaient travailler sur la Bugatti. Regarde leurs yeux. Une confiance absolue. Aucun doute. Aucune crainte. Juste la certitude totale que leur père allait réussir. Tu sais à quel point c'est rare, ce genre de croyance inébranlable. Marcus eut la gorge serrée. Elle croit en moi plus que je ne crois parfois en moi-même. Exactement. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je ne te suis pas. Victoria se leva à nouveau. Ses mouvements étaient pleins d'énergie. J'ai bâti cette entreprise sur l'innovation, sur le dépassement des limites. Mais à un moment donné, j'ai oublié pourquoi. J'ai commencé à jouer la sécurité, à gagner de l'argent plutôt qu'à faire la différence. Puis je t'ai vu tout risquer. Ta dignité, la confiance de ta fille, tes derniers espoirs, sur 43 minutes d'intuition mécanique. Elle le regarda droit dans les yeux. Je veux retrouver ça, cette soif, cette volonté de tout miser sur ce en quoi tu crois. Et tu penses qu'en m'engageant, tu retrouveras ça. Je pense qu'en te regardant, je me souviendrai de qui j'étais avant l'argent, avant le pouvoir, avant que je n'aie tellement peur de perdre que j'ai arrêté d'essayer de gagner quoi que ce soit qui compte. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé, et quelque chose a traversé son visage trop rapidement pour que Marcus puisse le déchiffrer. « Il y a autre chose », a-t-elle dit lentement. « Quelque chose dont nous devons discuter à propos de tes filles. » Marcus s'est tendu. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont extraordinaires. Leurs dons, leur résilience, leur lien entre elles et avec vous. Mais je suis curieuse au sujet de la famille de leur mère. Les dons génétiques se transmettent souvent par les lignées. Sarah était orpheline. Elle n'avait aucun parent vivant. Vous en êtes sûr? En quoi est-ce important? Victoria se dirigea vers son bureau et sortit un dossier médical. Parce que j'ai déjà vu des marqueurs génétiques comme ceux de vos filles. La combinaison d'une mémoire eidétique et d'une synthèse mathématique. La présentation spécifique de leurs capacités. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ma femme n'en a jamais parlé. Elle ne le savait peut-être pas. Adoption fermée, donneurs anonymes, secrets de famille. L'ADN ne ment pas, mais les gens, oui. Elle a hésité, puis a semblé prendre une décision. J'ai besoin de vous poser une question, et j'ai besoin d'une réponse en toute honnêteté. Marcus a hoché la tête, un sentiment de malaise lui parcourant l'échine. La clinique de fertilité à laquelle votre femme a eu recours. Vous vous souvenez du nom? La question l'a frappé comme un coup de massue. Comment avez-vous su cela? Réponds à la question, s'il te plaît. Reproductive Medical Associates, à Paris. Sarah avait besoin d'aide après sa première fausse couche. On a utilisé un ovule de donneuse, anonyme. La clinique a dit que la donneuse était une jeune femme en bonne santé, intelligente, étudiante en médecine, ont-ils dit, mais ils n'ont pas pu donner plus de détails. Les mains de Victoria tremblaient légèrement lorsqu'elle posa le dossier. Il y a 8 ans, 7 ans et demi. Les filles sont nées un peu avant terme. Marcus a observé son visage. Pourquoi la clinique a-t-elle mentionné quelque chose d'inhabituel? Des caractéristiques spécifiques de la donneuse? Juste qu'elle avait un QI exceptionnellement élevé, des marqueurs génétiques rares liés à l'intelligence. Sarah a plaisanté en disant qu'on avait des bébés sur mesure à prix réduit. Ce souvenir était douloureux. Elle était tellement heureuse quand ça a marché. Elle disait que les filles étaient destinées à être les nôtres. Victoria est retournée à la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre. Et si je te disais que la donneuse n'était pas une étudiante en médecine, je te demanderais comment tu peux savoir ça. Et si je te disais qu'elle était une étudiante de 20 ans qui avait abandonné ses études au MIT et qui avait besoin d'argent rapidement pour financer une start-up? Qui avait vendu son matériel génétique au plus offrant parce qu'elle pensait que l'ADN n'était qu'un autre type de code? Marcus se leva lentement, les pièces s'assemblant avec la même clarté qu'il avait ressentie en regardant le moteur Bugatti. « Victoria, j'étais si jeune, dit-elle à la fenêtre. Si convaincu que rien n'avait d'importance à part la technologie, l'entreprise, l'avenir que je construisais. Ils m'ont payé 50 000 $ pour 12 ovules. J'ai renoncé à tous mes droits, à tout lien, à toute revendication.
Je n'y ai plus jamais repensé jusqu'à ce que tu vois mes filles. » Elle se retourna, et son visage était dépourvu de toute expression, avec une vulnérabilité que peu de gens avaient sans doute jamais vue. Luna ressemble à ma grand-mère. Les mêmes yeux, la même façon d'incliner la tête quand elle réfléchit. Et Stella, mon Dieu, Stella a le don de mon père pour les chiffres. Il était prof de maths avant de se saouler à mort, en essayant d'oublier que ma mère l'avait quitté. Le bureau semblait trop petit, l'air soudain trop rare. Marcus agrippa le dossier de la chaise. « Tu veux dire ma fille ? Je dis que la génétique est compliquée. Je dis que les coïncidences existent. Je dis que j'ai besoin d'en être sûr. » Elle sortit 3 petites boîtes, des tests ADN totalement confidentiels. « Je ne regarderai pas les résultats sans votre permission, mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Parce que si ce sont les miennes, dit-elle d'une voix brisée, si elles ont mon ADN, alors les voir souffrir de faim, les voir souffrir en sachant que j'aurais pu les aider, ça change tout. Ils ne sont pas à toi, dit Marcus avec fermeté. Ils sont à Sarah et moi. On les a élevés, aimés, on s'est sacrifié pour eux. Je n'essaie pas de te les enlever. Mon Dieu, je ne sais pas du tout comment être mère. J'arrive à peine à m'occuper de moi-même. » Elle rit amèrement. « Mais s'ils ont mon matériel génétique, ils ont aussi mes vulnérabilités génétiques, mes antécédents médicaux qui pourraient avoir de l'importance, des conditions qui pourraient se manifester, des choses que tu dois savoir pour les protéger. » Marcus pensa aux problèmes sensoriels de Stella, à la façon dont certaines fréquences pouvaient la submerger, à la mémoire de Luna qui ne lui permettait jamais d'oublier, qui la piégeait parfois dans le souvenir parfait de moments traumatisants. Étaient-ce des dons ou des malédictions, des caractéristiques ou des anomalies dans leur code génétique? Si on fait ça, dit-il lentement. Et si tu as raison, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Je ne demande pas à être leur mère. Je demande le droit de m'assurer qu'ils aient toutes les chances de s'épanouir, d'être la bienfaitrice qui paie leur éducation, leurs soins médicaux, leur avenir, d'être quelqu'un qui compte sans trop compter. Et si tu te trompes, je ne suis que ton employeur, avec un intérêt inhabituel pour le bien-être de tes enfants. Elle sourit tristement. Dans tous les cas, ils sont gagnants. Dans tous les cas, ils obtiennent ce dont ils ont besoin. Marcus prit l'un des kits ADN, le soupesant comme il avait soupesé les clés de la Bugatti. Un autre pari, une autre mise. Mais cette fois, il n'était pas sûr de ce à quoi ressemblait la victoire. « J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, prenez votre temps. L'offre d'emploi tient toujours. » Elle retourna à son bureau, reconstruisant pièce par pièce son armure professionnelle. « Evelyne préparera ton bureau pour demain. La Bugatti devrait probablement être garée dans un parking sécurisé. Je vais demander à mon équipe d'organiser une protection à long terme. » Et Marcus, il s'arrêta à la porte. « Qu'elle partage de mon ADN ou non, tes filles sont remarquables. Sarah devait être extraordinaire. »« Elle l'était, » répondit simplement Marcus. « Je pense qu'elle t'aurait apprécié. Elle disait toujours que les gens brisés se reconnaissaient entre eux. »« Je ne suis pas brisé, » dit Victoria automatiquement. Marcus sourit tristement. « La Bugatti non plus, jusqu'à ce que vous y regardiez de plus près. » Il la laissa là, entourée de son empire de verre et d'ambition, et alla chercher ses filles. Elle bavardait avec enthousiasme du centre d'apprentissage, des autres enfants comme elle, des possibilités qu'elle n'avait pas osé imaginer. Dans sa poche, les tests ADN semblaient plus lourds que les clés de voiture, plus lourds que les contrats, plus lourds que 3 millions de dollars d'ingénierie automobile. Certaines vérités qu'il apprenait coûtaient plus cher que de l'argent à découvrir, et certains paris ne pouvaient être mesurés en gains ou en pertes, mais en fonction du poids des secrets enfin révélés. Mais c'était un problème pour demain. Aujourd'hui, ses filles souriaient, et pour l'instant, ça suffisait. Les résultats des tests ADN arrivèrent un mardi qui semblait être la fin du monde. Marcus travaillait chez Sterling Industries depuis 2 semaines, assez longtemps pour se rappeler ce que ça faisait de résoudre des problèmes importants. Ses filles s'épanouissaient au centre d'apprentissage, leurs talents étaient encouragés au lieu d'être cachés. Ils avaient déménagé dans un meilleur appart, rien d'extravagant, mais avec des chambres séparées et des fenêtres qui s'ouvraient vraiment. Victoria avait gardé ses distances, polie de manière professionnelle, mais sans plus, jusqu'à ce que le coursier arrive avec 3 enveloppes scellées marquées « Résultats médicaux confidentiels ». Elle l'avait convoqué dans son bureau à 19h, une fois le bâtiment vide. Quand il était arrivé, elle se tenait debout devant sa baie vitrée, lion scintillant en contrebas comme un circuit imprimé. « Je ne les ai pas ouvertes », avait-elle dit sans se retourner. « Je voulais que vous soyez là. Quoi qu'elles contiennent, nous y ferons face ensemble. » Marcus avait posé les enveloppes sur son bureau. 3 tests, 3 vérités, 3 vies sur le point de changer de trajectoire. « Avant de faire ça, dit-il, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ces filles ont perdu leur mère. Elles ont vécu un enfer. Si ces tests confirment ce que tu penses, on les protège avant tout. Leur bien-être émotionnel passe avant ton besoin de lien ou mon besoin de ressources. D'accord, d'accord. » Elle se retourna enfin,
et son armure avait complètement disparu. Elle avait l'air jeune, vulnérable, effrayée. J'ai fait des recherches sur le don d'ovules, la génétique, les chances qu'une telle coïncidence se produise. Tu sais à quel point c'est improbable. Que tu entres dans ce restaurant où j'avais parié que tes filles seraient. Stella dirait que la probabilité n'est qu'une reconnaissance de schéma que nous n'avons pas encore comprise. Marcus l'interrompit gentiment. Peut-être que cela devait arriver. Victoria prit la première enveloppe. Son nom était imprimé sur l'étiquette. Ensemble, ils acquiescèrent et les ouvrirent simultanément. Du jargon médical, des pourcentages, des marqueurs, puis le résumé qui a tout changé. Probabilité de lien biologique avec Luna Thompson. 97% de probabilité de lien biologique avec Stella Thompson. 97%. L'enveloppe de Victoria est tombée sur le bureau. Elle s'est agrippée au bord pour rester debout. « Elles sont à moi », a-t-elle murmuré. « Elles sont vraiment à moi ». Marcus a lu ses propres résultats. Confirmation de la paternité, ce dont il n'avait jamais douté. Mais la troisième enveloppe, celle avec l'analyse comparative des jumeaux, contenait quelque chose d'inattendu. Je regarde ça. Le dépistage génétique révélait plus que la simple filiation. Il montrait des marqueurs améliorés pour l'intelligence, la reconnaissance des formes, la rétention de la mémoire, mais aussi des avertissements, des prédispositions aux troubles du traitement sensoriel, un potentiel d'anxiété, des marqueurs pour les mêmes tendances à la dépendance qui avaient tué le père de Victoria. « Ils ont tout hérité », dit Victoria d'une voix engourdie. « Mes dons et mes malédictions. Ils ont hérité d'un potentiel, corrigea Marcus. Ce qu'ils deviendront reste à écrire. » Elle s'enfonça dans son fauteuil, les larmes coulant sur son visage, dans un silence acquis à force d'années de pratique. Je les ai vendus. J'ai littéralement vendu des morceaux de moi-même. Et ils sont devenus ces petites filles incroyables, brillantes et avides de connaissances. Et j'avais pour 3 millions de dollars de voitures qui ne servaient à rien pendant qu'ils... Arrête. La voix de Marcus était ferme. Tu ne savais pas. Nous non plus. Sarah et moi voulions des enfants, et l'univers nous a donné les tiens. Tu veux parler de probabilité ? Calcule les chances que le bon sperme ait rencontré les bons ovules pour créer exactement Luna et Stella. Ce sont des miracles, pas des erreurs. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Elle avait l'air perdue. Le masque de milliardaire s'effritait complètement. Je ne sais pas comment être mère. Je ne sais même pas comment être fille. Ma propre mère. Tu n'as pas besoin d'être leur mère. Sarah était leur mère. Tu peux être autre chose. Quelque chose de nouveau. Quoi ? Marcus réfléchit attentivement. Luna voudra comprendre la génétique, la science, la logique de tout ça. Stella aura besoin de savoir que ça ne change rien au fait qu'elle est aimée, désirée, choisie. Elles sont trop jeunes pour comprendre toute la complexité, mais elles sont trop intelligentes pour accepter des mensonges. Tu veux leur dire quand elles seront prêtes, quand on aura compris ce que ça veut dire pour nous tous. Il l'observa. La question est, qu'est-ce que tu veux ? Victoria se leva et fit les 100 pas avec l'énergie agitée de quelqu'un dont le monde avait basculé. Je veux qu'elles soient en sécurité. Je veux qu'elles soient éduquées. Je veux qu'elles aient toutes les opportunités que je peux leur offrir. Je veux, s'interrompit-elle, je veux les connaître, non pas en tant que mère, mais en tant que personne qui partage leur code, qui comprend ce que c'est que de voir des schémas que tout le monde ignore, de se souvenir de trop de choses, d'avoir l'impression que ton cerveau est un super ordinateur piégé dans un monde qui fonctionne avec une connexion bas débit. Ils en tireraient profit, admit Marcus, quelqu'un qui comprend leurs dons de l'intérieur. Il y a autre chose, dit Victoria. Elle se dirigea vers son coffre-fort. Elle en sortit un épais dossier. J'ai enquêté sur Kieran Industries, l'incident de Paris. Ton nom apparaît à plusieurs endroits intéressants, Marcus Tensed. Par exemple, dans des rapports de lanceurs d'alerte qui ont été enterrés, dans des recommandations de sécurité qui ont été ignorées, et elle lui tendit un document. Une note de leur avocat principal discutant de la manière de te discréditer si jamais tu refaisais surface avec des allégations. Ils attendaient que tu réapparaisses. Pourquoi n'ont-ils pas simplement... Marcus s'est arrêté, comprenant soudainement. Sarah ? Ils attendaient que Sarah meure. Ils savaient que je ne me battrais pas pendant qu'elle était malade. Le traitement expérimental de ta femme, a dit Victoria avec précaution, a été financé par une filiale de Kieran Industries. Il possédait la société pharmaceutique. La pièce s'est mise à tourner. Marcus s'est agrippé au bureau. Ils l'ont tué. Je ne peux pas encore le prouver, mais le timing est révélateur. Elle réagissait bien au traitement jusqu'à ce qu'un lot contaminé provoque des complications. Le même lot contaminé qui n'a affecté que 3 patients. Tous 3 avaient des liens avec des employés qui avaient remis en question les pratiques de Kieran. Une rage pure et intense a envahi Marcus, encore sous le choc. S'ils ont tué Sarah, on les détruira, dit simplement Victoria. Légalement, financièrement, complètement. Mais on doit être malin. Ils ont eu 5 ans pour se préparer à ton retour. Ils ne se seront pas préparés pour moi. Ce n'est pas ton combat. Le père de ma fille est traqué par des tueurs à gages.
La mère de ma fille est morte à cause d'eux. Redis-moi en quoi ce n'est pas mon combat. Mes filles. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Une revendication et une promesse à la fois. Le téléphone de Marcus vibra. Le centre d'apprentissage. Son cœur s'arrêta de battre jusqu'à ce qu'il lise le message. Les filles aimeraient te montrer quelque chose. Elles ont fait une percée avec le programme de mathématiques holographiques. Vas-y. Victoria a dit qu'elles avaient besoin de toi. On en reparlera demain. Viens avec moi, dit Marcus impulsivement. Viens voir ce que ta génétique a aidé à créer. Elle se figea. Je ne peux pas. Elles ne savent pas. Elles te connaissent sous le nom de Monsieur Sterling, la gentille dame qui a donné un travail à papa. Ça suffit pour l'instant. Le centre d'apprentissage était calme, à l'exception d'une pièce où la lumière dansait en formant des motifs impossibles. Luna et Stella se tenaient au centre, manipulant des équations qui flottaient dans les airs comme des constellations. Mais c'était plus que des maths. Elles transformaient les chiffres en art, créant une galaxie spirale de calculs qui racontait une histoire. Papa. Stella courut vers lui, puis s'arrêta quand elle vit Victoria. Madame Sterling. Bonjour Stella. Qu'avez-vous créé? C'est notre famille, expliqua Luna en montrant les mathématiques tourbillonnantes. Chaque équation représente une personne. Regarde, c'est papa. Complexe mais stable, comme une fonction pont, c'est maman. Belle et finie, comme une parabole qui touche l'infini une fois. C'est Stella et moi. Deux spirales jumelles qui dansent l'une autour de l'autre. Et ça. Victoria désigna une petite équation qui flottait au bord, sans lien, mais pourtant essentielle à l'équilibre du motif. Les jumelles échangèrent un regard. On ne sait pas, admit Stella. Elle est apparue pendant qu'on construisait. Les maths disent qu'elle devrait être là, mais on ne comprend pas pourquoi. C'est comme s'il manquait quelqu'un. Victoria retint son souffle. Marcus vit ses mains trembler avant qu'elle ne les croise derrière son dos. Peut-être, dit Victoria avec précaution, ça représente quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Quelqu'un qui aidera à compléter le motif. Peut-être, acquiesça Luna en observant Victoria de ses deux yeux perspicaces. Madame Sterling, pourquoi avez-vous l'air triste? Vraiment? Je suppose que je pensais au motif, à la façon dont parfois, on ne voit pas comment on s'intègre jusqu'à ce que quelqu'un nous montre les maths. Stella s'approcha de Victoria, penchant la tête. Ton son est à nouveau violet, mais différent. Elle se concentra comme un accord qui se résout, trouvant sa note d'origine. Victoria s'agenouilla à la hauteur des yeux de Stella, et Marcus la vit lutter pour ne pas tendre la main, pour ne pas la toucher. Tu entends les couleurs, tu ressens les sons, et tu vois la musique. Maman a dit que j'étais spéciale. Tu l'es, murmura Victoria. Tellement spécial que l'univers a dû travailler très dur pour s'assurer que tu existes exactement tel que tu es. Luna rejoignit sa sœur. Toutes deux observaient un Victoria avec une intensité qui aurait déconcerté une personne moins forte. Tu as les yeux de Stella, annonça Luna. Pas la couleur, mais la forme. La façon dont il se concentre quand tu réfléchis intensément et que tu te tiens comme Luna quand elle résout des problèmes. Stella ajouta. Le pied gauche en avant, le poids sur le talon droit. Marcus regarda Victoria gérer ce moment. Les enfants reconnaissaient inconsciemment les échos génétiques, les schémas inscrits dans l'ADN qui se manifestaient dans les gestes et les expressions. « Vous voulez apprendre un truc ?» demanda soudain Victoria. Quelque chose à propos des schémas qui m'a pris des années à comprendre. Les jumelles acquiescèrent avec enthousiasme. Victoria fit un geste et l'interface holographique répondit à ses commandes. Elle commença à construire une équation, mais contrairement à l'approche artistique des filles, la sienne était précise, efficace, presque brutale dans son élégance. Chaque motif a une symétrie cachée, un endroit où le chaos devient ordre. Regardez. Elle manipula les chiffres et soudain, la galaxie d'équations que les filles avaient créée se transforma, révélant un mandala d'une beauté mathématique qui fit haleter les deux jumelles. « Comment as-tu commencé à t'entraîner, Luna ?» demanda Victoria. « Et la génétique. Je suppose que certains cerveaux voient ces motifs plus facilement, comme le tien, dit-elle en se reprenant. Comme les personnes douées à travers l'histoire. Peux-tu nous en apprendre davantage ?» demanda Stella, sa timidité habituelle submergée par la curiosité. Victoria regarda Marcus, une question dans les yeux. Il hocha légèrement la tête. « Si votre père est d'accord, oui, je serais honoré de vous enseigner ce que je sais sur les motifs. Papa, s'il te plaît. » Les deux filles se tournèrent vers lui avec des expressions suppliantes identiques qui, il le soupçonnait, seraient sa perte pour les années à venir. « On verra, » dit-il, ce qui, comme tous les parents le savent, signifiait oui, mais avec des conditions à négocier plus tard. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Luna glissa sa main dans celle de Victoria. La milliardaire resta immobile, fixant les petites doigts entrelacés avec les siens comme s'ils étaient faits d'or filé. « Mise, Sterling, » dit Luna. « L'équation manquante. Je pense que c'était toi. Les maths essayaient de nous dire que tu allais arriver. » Victoria poussa un son qui aurait pu être un sanglot s'il n'avait pas été si soigneusement contrôlé. C'était peut-être Luna.
C'était peut-être à l'extérieur du centre d'apprentissage, après que les filles aient couru vers la voiture. Victoria attrapa le bras de Marcus. « Comment fais-tu? Les aimer autant alors que le monde est si dangereux, que tout peut arriver. C'est Sarah qui m'a appris. » Marcus répondit simplement. « Aimer, ce n'est pas les protéger du monde. C'est leur donner la force de l'affronter. Tu apprendras. Je ne sais pas si j'en suis capable. Tu l'as déjà fait. Tu leur as donné ta voiture, tes ressources, ta protection. Maintenant, tu leur transmets ton savoir. C'est ça, l'amour, Victoria. Il ne ressemble pas toujours aux cartes Hallmark. » Elle s'essuya les yeux, estompant son maquillage parfait. « Kieran Industries n'abandonnera pas. S'ils font le lien entre toi et moi, s'ils découvrent l'existence des filles, alors on ferait mieux d'agir vite. Que dirais-tu de détruire une entreprise multimilliardaire ?» Le sourire de Victoria était aussi vif que le clair de lune hivernale, identique à celui que Luna arborait lorsqu'elle résolvait des problèmes particulièrement complexes. « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » Ils se tenaient là, dans le parking, unis par leur ADN et le danger, par un amour auquel aucun des deux ne s'attendait, et par des menaces qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Quelque part au-dessus d'eux, deux filles extraordinaires discutaient de mathématiques et de motifs, sans se rendre compte que leur existence avait déjà commencé à remodeler le monde qui les entourait. La Bugatti attendait dans l'ombre, n'étant plus seulement un symbole de richesse acquise grâce à des paris désespérés, mais un rappel que parfois, l'univers distribuait des cartes parfaites à ceux qui avaient le courage de les jouer. Et Marcus Thompson, scientifique raté et père accompli, se préparait à tout miser une fois de plus, cette fois avec une partenaire qui partageait plus que son désir de justice. Elle avait les yeux de sa fille. La guerre contre Kieran Industries a commencé avec un papillon. Luna a d'abord remarqué un monarque qui s'était retrouvé au dernier étage de Sterling Industries, battant désespérément des ailes contre les fenêtres. Sans réfléchir, elle a ouvert un panneau destiné à la maintenance, libérant la créature dans le ciel d'octobre. « Comment savais-tu que ce panneau s'ouvrait » a demandé Victoria, regardant le papillon disparaître dans les nuages dorés par le coucher du soleil. « Le bâtiment me l'a dit » a répondu Luna simplement. « Je me suis souvenu des plans exposés dans le hall. Panneau 47B, accès maintenance mise à jour en 2019 pour inclure les protocoles de libération d'urgence. Cela faisait 3 mois depuis la révélation de l'ADN, 3 mois de chorégraphie minutieuse, pendant lesquels Victoria avait appris à être présente sans être envahissante, et les jumeaux avaient inconsciemment imité ses gestes et ses schémas de pensée. 3 mois à planifier la chute de Kieran Industries tout en faisant semblant que tout était normal. Papa dit que les papillons sont comme des lancements de fusées, ajouta Stella en les rejoignant à la fenêtre. De petits changements créant des impacts massifs à travers des systèmes complexes. La théorie du chaos, murmura Victoria, puis elle regarda Marcus, qui était inhabituellement silencieux. Es-tu prêt pour ça ? Sur son bureau se trouvaient les preuves qu'ils avaient compilées. Les transactions de la société écran, les rapports de sécurité enterrés, une série d'accidents affectant les lanceurs d'alerte. Le plus accablant était l'enregistrement que la mémoire parfaite de Luna avait aidé à reconstituer. Une conversation qu'elle avait entendue à l'hôpital entre 2 cadres de Kieran discutant de la solution Thompson. « Ils ont tué Sarah », dit Marcus d'un ton neutre, « et 17 autres personnes à Paris. Qui sait combien d'autres encore ? Oui, je suis prêt. » Le plan était simple et efficace. Victoria annoncerait l'intention de Sterling Industries d'acquérir Kieran lors de l'Assemblée générale des actionnaires le lendemain. Quand il refuserait, comme c'était inévitable, elle divulguerait la première vague de preuves aux journalistes déjà prêts à les recevoir. Marcus déposerait en même temps des brevets pour la conception corrigée du moteur, prouvant que les modèles actuels de Kieran étaient basés sur une technologie volée et défectueuse. « Les filles restent ici avec la sécurité », insista Victoria. « Ce n'est pas négociable. » « En fait, dit Luna, sa voix de 7 ans dégageant une autorité surprenante, nous devons être présentes à l'Assemblée générale des actionnaires. »« Absolument pas, dirent les 2 adultes en même temps. »« Écoutez, insista Stella, ses doigts tapotant déjà des calculs. Ils s'attendent à ce que vous attaquiez l'entreprise. Ils ne s'attendent pas à voir des enfants. » Et Luna se souvient de quelque chose d'important. Luna acquiesça. « Monsieur Harrison Blackwood, votre ami du restaurant, son père siège au conseil d'administration de Kieran. Au dîner, il a mentionné que son père tenait une 2e comptabilité. Il appelait ça une assurance, dans un coffre-fort dans leur maison de Hampton. » Les yeux de Victoria s'aiguisèrent. « Tu suggères qu'on utilise les enfants pour être des enfants. » Luna l'interrompit. « Stella et moi pourrions organiser une sortie avec les jumeaux Blackwood. Harrison t'apprécie, même après l'histoire de la Bugatti. Il serait d'accord. Pendant que tu seras à la réunion, on pourrait jeter un œil. » Stella ajouta. « Les enfants explorent. Personne ne soupçonne des enfants de 7 ans d'espionnage industriel. » Marcus sentit son cœur se serrer. « Tu me demandes d'utiliser mes filles comme espionnes.
On propose d'aider à sauver d'autres familles de ce qui est arrivé à la nôtre, corrigea Luna. Maman comprendrait. La mention de Sarah flottait dans l'air comme de l'encens. Victoria observa les jumelles avec une expression que Marcus avait appris à reconnaître. Le regard de quelqu'un qui voit son propre esprit tactique reflété dans des miroirs miniatures. « C'est trop dangereux », décida-t-elle. « Je ne prendrai pas ce risque », se reprit-elle. « Votre père ne vous mettra pas en danger. »« Mais vous le faites déjà », dit doucement Stella. « Chaque jour où vous vous battez contre eux, vous risquez des représailles. Chaque soir, papa travaille tard. On sait pourquoi. Vous essayez de nous protéger en nous tenant à l'écart, mais on est déjà en danger. Au moins, comme ça, on est utile. » « Elle a raison », ajouta Luna. « La théorie des jeux suggère que la participation active réduit la probabilité d'être victime de 73%. « Où avez-vous appris la théorie des jeux ?» demanda Marcus. « Dans la collection de livres de Victoria », répondirent les deux filles à l'unisson. Victoria eut la décence de prendre un air penaud. « Je leur ai peut-être donné accès à ma bibliothèque. Vous avez donné à des enfants de 7 ans des livres sur la guerre stratégique. Connaissez-vous vos filles ? Elles se sont lassées de la section jeunesse au bout de 2 jours. » Malgré tout, Marcus se surprit à lutter pour ne pas sourire. 3 mois sous l'influence de Victoria avaient aiguisé l'intelligence déjà formidable des jumelles. Elle pensait désormais en termes de schéma, voyant des liens partout. « Si, et je dis bien si, on envisage cette option, » dit-il lentement. « Il y aurait des règles, des conditions, des protocoles de sécurité. » « Marcus, » prévint Victoria, « elles ont raison, et tu le sais. Kieran s'attend à une guerre d'entreprise, pas à des tactiques familiales. Et Harrison Blackwood est pompeux, pas dangereux. Ces jumelles sont en fait des enfants bien élevés. » Le téléphone de Victoria vibra. Elle y jeta un coup d'œil, le visage pâle. En parlant des Blackwood, elle lui montra l'écran. Un SMS de Harrison. « J'ai entendu des rumeurs au sujet de la réunion de demain. Papa veut en discuter pendant le dîner ce soir. Amène ton charmant ingénieur et ses adorables filles. » 20 H, Lernard. Là où tout a commencé, n'est-ce pas? C'est un piège, dit immédiatement Marcus. Ou une opportunité, rétorqua Luna. S'ils ont suffisamment peur pour dévoiler leur jeu, on pourrait porter des appareils d'enregistrement. Stella suggéra ceux du laboratoire. Ils ressemblent à des barrettes à cheveux. Victoria regarda tour à tour les jumelles et Marcus. Une lueur féroce et protectrice brillait dans ses yeux. Je déteste ça. Je déteste qu'ils aient un raison. Je déteste qu'on ait créé une situation où des enfants de 7 ans planifient des opérations de contre-espionnage. On ne l'a pas créé, dit doucement Marcus. C'est Kieran qui l'a faite. Quand ils ont assassiné Sarah, quand ils ont laissé mourir 17 personnes, quand ils ont bâti leur empire sur les tombes d'autres personnes, la décision, quand elle est venue, semblait inévitable, comme des équations mathématiques qui se résolvent, comme des motifs qui se complètent, comme des papillons qui créent des ouragans par le simple fait de voler. 4 heures plus tard, ils entrèrent au Bernardin comme des acteurs retournant sur scène. Le même Matra qui avait essayé de les empêcher d'entrer quelques mois auparavant s'est maintenant incliné. Le même cristal chantait au-dessus de leur tête, mais tout avait changé. Harrison Blackwood s'est levé de la même table où Victoria avait fait son pari. À ses côtés se trouvait son père, James Blackwood, membre du conseil d'administration de Kieran Industries et roi de l'argent de la vieille Lyon. Les jumeaux étaient là aussi. Des garçons de 8 ans qui semblaient aussi mal à l'aise dans leur costume que leur père semblait à l'aise dans son pouvoir. « Victoria, ma chérie », Harrison l'embrassa sur la joue, faisant comme si l'incident avec la Bugatti n'avait pas mis fin à leur relation occasionnelle. « Et Monsieur Thompson, c'est fascinant de voir que vous avez amélioré votre situation. » Harrison. Le sourire de Victoria aurait pu couper du verre. « James, merci pour l'invitation. Je n'ai pas pu résister, » dit le vieux Blackwood, les yeux froids comme la mer en hiver. Quand j'ai entendu dire que vous aviez l'intention d'annoncer une tentative d'acquisition demain, j'ai voulu voir par moi-même, la femme qui pense pouvoir s'attaquer aux institutions. Je ne pense pas, dit Victoria d'un ton agréable. J'agis. Luna et Stella s'étaient déjà rapprochées des jumeaux Blackwood, qui s'étaient illuminés à la perspective d'avoir de la compagnie de leur âge. En quelques minutes, elles avaient négocié la permission de manger à la table des enfants, pour que les adultes puissent avoir des discussions d'affaires ennuyeuses, comme le dit Luna, avec une innocence calculée. « Vos filles sont adorables », remarqua James Blackwood en les regardant, malheureuses à cause de leur mère. J'ai entendu dire que c'était soudain. La main de Marcus se crispa sous la table. Le talon de Victoria trouva son pied. Une pression d'avertissement. La mort de Sarah était une tragédie, dit Victoria d'un ton suave, aggravée par les circonstances. Saviez-vous que la société pharmaceutique responsable du lot de traitements contaminés était une filiale de Kieran? Les coïncidences, ça arrive. James but une gorgée de vin. Comme des ingénieurs qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme des rapports de sécurité qui disparaissent. Comme des petites filles qui grandissent sans mère parce que leur père n'a pas su s'abstenir. La menace planait dans l'air comme une lame. En parlant de coïncidence, la voix de Victoria aurait pu geler l'hélium.
N'est-il pas intéressant de constater que tous les lanceurs d'alerte liés à Paris ont fini par mourir ou être disgraciés en moins de 2 ans? Quelles sont les chances? À peu près les mêmes qu'un mécanicien sans domicile fixe réparant une Bugatti en 43 minutes. James sourit sans chaleur. L'univers a le sens de l'humour. À la table des enfants, Luna enregistrait discrètement tout ce qui se passait tout en faisant semblant de montrer un tour de cartes au garçon Blackwood. Stella fredonnait presque inaudiblement, son oreille musicale capturant des schémas vocaux qui pourraient être analysés plus tard pour détecter des signes de stress. Je vais être clair. James Blackwood se pencha en avant. Kiran Industries a traversé des tempêtes pendant 60 ans. On a survécu aux nouveaux venus, aux idéalistes et aux croisés. Votre tentative d'acquisition échouera. Le conseil d'administration vous rira au nez. Et si vous persistez, il jeta un regard significatif aux enfants. Des accidents peuvent arriver, même aux personnes prudentes. Vous menacez mes filles? La voix de Marcus était devenue mortellement calme. Je constate que le monde est dangereux, surtout pour ceux qui ne comprennent pas leur place dans la hiérarchie. James se leva. Bon appétit. C'est peut-être votre dernier repas à cette table. Alors que les Blackwood s'apprêtaient à partir, Stella prit soudain la parole. Monsieur Blackwood, votre montre est magnifique. Est-ce une Vacheron Constantin? James marqua une pause, visiblement surpris. Oui, comment le savez-vous? Le son. Chaque montre de luxe a une fréquence unique. La vôtre résonne à 31 et aux 68 Hz, mais il y a une légère irrégularité. Vous devriez peut-être la faire réparer. Il y a une fissure microscopique dans le verre qui va s'étendre dans environ 2 semaines. L'homme fixa la fillette de 7 ans qui venait de diagnostiquer sa montre à 100 000 $ rien qu'au son. C'est impossible. Tout comme la Bugatti, ajouta Luna joyeusement. Mais papa l'a réparée quand même. Les Blackwood partirent dans un nuage d'eau, de colognes coûteuses et d'inquiétude à peine dissimulée. Dès qu'ils furent partis, Victoria sortit son téléphone et se mit à taper rapidement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marcus. « On avance notre calendrier. Il vient de menacer les filles. Tous les paris sont ouverts. » Elle regarda les jumelles qui étaient revenues à leur table. « Tu l'as eu » Luna acquiesça en retirant sa barrette. Chaque mot. De plus, Tommy Blackwood a mentionné que son père avait transféré des dossiers sur leur bateau. « Le coffre-fort des Hampton est peut-être vide, mais les bateaux ont des manifestes », ajouta Stella. « Numéro d'immatriculation, traces écrites. » Victoria avait un sourire de prédatrice. « Mes brillantes filles », se reprit-elle. « Les brillantes filles de Marcus. »« Les deux », dit simplement Luna. « On peut avoir les deux. » Le reste du dîner se déroula sous le signe de la planification stratégique déguisée en conversation informelle. Quand ils partirent, ils avaient ce qu'ils voulaient. Des menaces enregistrées, des informations obtenues par inadvertance et la froide certitude que le lendemain apporterait soit la victoire, soit la catastrophe. Dans la Bugatti, en traversant le labyrinthe scintillant de Lyon, Stella s'endormit contre l'épaule de Luna. Marcus les regardait dans le rétroviseur. Ces miracles, ces raisons de se battre, ces armes inattendues dans une guerre qu'il n'avait jamais voulu. Elles étaient magnifiques, dit Victoria doucement. Terrifiantes, mais magnifiques. Elles ont 7 ans. Elles ne devraient pas avoir à être magnifiques. Dans un monde parfait, elles devraient se soucier des pièces de théâtre de l'école et des entraînements de foot. Mais ce monde a tué leur mère et a essayé de détruire leur père. Elles se battent pour leur famille de la seule manière qu'elles connaissent, avec les dons qui leur ont été donnés. Marcus pensa à Sarah, à ce qu'elle dirait à propos de l'utilisation du génie de leur fille pour la guerre des entreprises. Mais il se souvint alors de ces derniers mots. « Apprends-leur à être courageuse. Le monde a besoin de leur génie. Après-demain, dit-il, plus maintenant. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils redeviendront des enfants. D'accord. Mais je pense qu'ils auront leur mot à dire là-dessus. » Comme pour répondre, Luna remua. « Tu savais, dit-elle d'une voix endormie, que les papillons se souviennent de ce qu'ils étaient quand ils étaient des chenilles. Même après que leurs corps entiers se soient dissous et reconstruits, les souvenirs restent. Pourquoi penses-tu aux papillons ?» demanda Victoria. « Parce que demain, Kiran Industries disparaîtra, mais les souvenirs resteront. Les preuves, la vérité, et de là émerge quelque chose de nouveau. Quelque chose avec des ailes, ajouta Stella sans ouvrir les yeux. Marcus croisa le regard de Victoria dans le rétroviseur. Demain, il se rendrait à l'Assemblée générale des actionnaires et déclarerait la guerre à une institution qui avait tué 17 personnes et détruit d'innombrables vies. Il risquerait tout sur la vérité, les preuves et l'espoir que la justice l'emporterait parfois. Mais ce soir, ses fils étaient en sécurité, rêvant de papillons et de mathématiques. Ce soir, Victoria Sterling, la femme qui avait donné une voiture à 3 millions de $ et gagné une famille, les ramenait à la maison à travers des rues qui brillaient de possibilités. Ce soir, le papillon volait encore, ses ailes provoquant déjà des ouragans qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer. La Bugatti ronronnait dans la nuit, transportant son précieux chargement vers une aube qui allait tout changer. Sur la banquette arrière, 2 filles extraordinaires dormaient paisiblement,
sans savoir qu'elles avaient déjà gagné la guerre simplement en existant, en étant la preuve vivante que parfois, l'univers distribuait des cartes parfaites à ceux qui avaient le courage de les jouer. Et quelque part dans la ville, James Blackwood fixait le verre fissuré de sa montre, se demandant comment une fillette de 7 ans avait entendu ce que ses experts avaient manqué, commençant à comprendre que ce n'était peut-être pas Sterling Industries qu'il devait craindre. C'étaient les filles Thompson. La guerre se terminerait là où elle avait commencé, à Leonard, avec des paris impossibles et des victoires inattendues. Mais cette fois, les enjeux n'étaient pas des voitures ou la fierté. C'était la justice, la famille, la vérité qui émerge lorsque les papillons déploient enfin leurs ailes.